avant de... Qu'est-ce que je fais? Pourquoi ça a lancé le diaporama en fait? Je retourne en arrière. Voilà. Bien. Donc on va visionner donc l'intervention vidéo du professeur Istvan Marco, qui physiquement n'est pas avec nous, mais qui a fait un enregistrement. Et à 13h, à partir de 13h, on peut l'avoir en Skype. Avant donc son intervention donc sur le carbone et la diabolisation du carbone et le grand sujet de la COP 21, je voudrais dire quelques mots. Tout d'abord, il y a deux raisons essentielles qui fait que si on dit ok, cette COP 21 c'est une imposture et c'est une fraude scientifique, alors que c'était les gens qui prétendaient, donc qui ont fait campagne sur la diabolisation du carbone. Au début, ça a commencé avec un tout petit groupe. Donc aujourd'hui, vous savez, à la COP 21, c'était quasiment 500 000 personnes qui ont manifesté donc partout dans le monde pour pousser les gouvernements donc à prendre des mesures pour réduire les émissions de carbone. Alors que si vous prenez la liste, même sur Internet, vous trouvez la liste des polluants, vous découvrez qu'en fait sur la liste des polluants, le dioxyde de carbone ne figure pas sur toutes les listes officielles des polluants. Le CO2 n'est pas un polluant, c'est un constituant de la vie. Dans l'agriculture, on met même des générateurs de CO2 dans les serres pour maximaliser la production végétale. Même dans les aquariums, on a des pastilles avec du CO2 pour accélérer la végétation dans les aquariums. Donc on est dans autre chose. Donc ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que si on a pu vendre cette fraude scientifique, c'est que déjà, quelque part, il y a une vulnérabilité qui existait auparavant. Cette vulnérabilité, elle est double. D'abord, mais ça bon, on n'aura pas le temps de développer ici, mais je vous conseille de vous abonner à notre journal, où il y a un article qui s'appelle COP 21, la faille scientifique. Vous avez les bases thermodynamiques branlantes de l'écologisme. Pas de l'écologie, qui est un sujet dont on peut discuter, mais de l'écologisme. Et alors, pour dire vraiment très court, c'est que ce qui a permis à Malthus de vendre sa thèse, qui est la thèse de la surpopulation. Vous connaissez la fameuse courbe de Malthus, qui dit que la population s'accroît d'une façon exponentielle et que les moyens pour nuire à la population s'accroissent d'une façon linéaire. Et que donc, plus que la population augmente, plus en fait on épuise les ressources. Il y a l'épuisement des ressources. Alors ça vient donc, après ça a été transformé dans Clausius a inventé la deuxième loi de la thermodynamique, qui est l'idée de l'entropie universelle. C'est que tout système, on dit voilà, il y a un système, vous avez tous une voiture, ou ceux qui ont une voiture, vous achetez une voiture neuve, voilà, elle marche bien, il y a l'usure, et à un moment donné, ce que ça coûte pour maintenir la voiture en état coûte beaucoup plus cher que d'en acheter une neuve. Parce que vous avez atteint un niveau d'entropie. L'entropie, donc, c'est la tendance d'aller vers l'épuisement et le chaos. Cette tendance, à un moment donné, elle est fatale. Alors, ce que font ces chers amis écolo-malthusiens, c'est qu'ils prennent cette loi de la thermodynamique, cette deuxième loi, et ils disent ça, c'est la loi de tout l'univers. L'univers, alors que cette loi est vraie, par exemple, pour une voiture, qui est un système fixe et un système fermé, alors que, évidemment, toute l'histoire quand on voit l'histoire de l'humanité, c'est ce que M. Larouche a appelé un système anti-anthropique,
C'est-à-dire que chaque fois que l'entropie vient, il y a quelque chose qui s'appelle la créativité humaine, et qu'à un moment donné, par la découverte des lois, des principes physiques et des lois scientifiques, en fait, on va créer une nouvelle technologie qui va permettre d'exploiter des ressources qui, auparavant, n'étaient pas des ressources. Pour un homme à l'âge de pierre, un bloc de minerai, un bloc de bauxite, avec lequel aujourd'hui on fait de l'aluminium, pour un homme du paléolithique, c'était un mauvais caillou, parce que c'était même pas un silex. On ne pouvait même pas le tailler et en faire un grattoir. Donc, ce qui fait que ce bloc de bauxite est devenu une ressource, c'est que l'homme a pu, par la maîtrise du feu, atteindre des températures de plus en plus élevées. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a fait le bronze avant de faire le fer ou l'acier, puisqu'il faut des températures beaucoup plus élevées pour pouvoir faire de l'acier. C'est chaque fois, par l'intervention humaine, par l'investissement en énergie humaine, que l'homme va redéfinir des ressources et en fait faire un saut qualitatif permettant de nourrir plus de gens dans des conditions meilleures. Surtout en allant donc vers des énergies de plus en plus denses et des énergies de moins en moins intermittentes. Parce qu'évidemment, l'énergie solaire, la nuit, c'est pas brillant, comme dirait l'autre. Et les éoliennes, comme tout le monde sait, c'est du vent. Ensuite, donc ça, c'est par le fait que donc, la science officielle a gobé et a intronisé donc, la thermodynamique actuelle, où on mesure l'énergie, non pas en termes de capacité de faire un travail, mais purement en kilowatts. Quelque part, en fait, il y a cette confusion, cette incapacité en fait, de réagir par rapport à ce qui est proposé. La deuxième chose qui est essentielle à comprendre, c'est que cette question de l'écologie, pour les gens que nous combattons, pour eux, c'est un prétexte. C'est pour ça que je parle d'imposture. C'est des gens qui viennent nous parler d'écologie, qu'en réalité, leur souci est ailleurs. Et que si vous retracez donc l'historique des gens qui ont lancé le sujet du CO2 et du réchauffement climatique, ça remonte directement à quelqu'un qui est cette madame-là, qui est une anthropologue. C'est véritablement un coup d'État des anthropologues contre la science dure, entre guillemets. C'est une dame qui s'appelle Margaret Mead. Alors, en 1974, vous avez à Bucarest un grand sommet organisé par l'ONU sur le danger de la surpopulation. Margaret Mead vient là-bas, donc avec Rockefeller, qui a été toujours un partisan de l'eugénisme et de la... Parce que en fait, déjà le malthusianisme est une forme déguisée d'eugénisme. Parce que ce qu'ils ont beaucoup peur, surtout, c'est pas l'accroissement des classes aristocratiques. Ce qui fait peur, ceux qui parlent de surpopulation, ils parlent d'une surpopulation de gens, surtout dans l'hémisphère sud, qui n'ont pas la même couleur, ni les mêmes convictions religieuses que nous. Donc déjà, le malthusianisme est un eugénisme déguisé. Ensuite, donc, 74, il y a le sommet de Bucarest. La fondatrice de l'Institut Schiller, Madame Elga Zepp-Larouche, en fait, était présente lors de ce sommet. Il a dit, Monsieur Rockefeller, ce que vous proposez, c'est 100 fois pire qu'Hitler. Parce que si vous proposez de ramener de moitié la population mondiale, vous faites quasiment plus de victimes que la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a été le clash où, à la fin, Madame Margaret Mead courait derrière Madame Larouche avec son bâton, essayant de lui taper sur la tête. Il faut dire aussi que Margaret Mead est une spécialiste des peuples japonais. Oui. Et donc là, l'eugénisme chez les Japonais est quand même assez bien connu. Oui. Alors en plus, donc, son troisième mari est un monsieur qui s'appelle Gregory Bateson, qui est un anthropologue anglais, qui a fondé notamment le groupe The Grateful Dead, la mort gracieuse, qui est un groupe de musique rock psychédélique, parce que Bateson, en fait, dès la guerre, travaille pour l'OSS, qui était les services de renseignement américains qui ont prédécessé donc, à la CIA. Et lui, c'est vraiment un anthropologue qui a fait toutes les expériences sur la drogue, l'anthropologie, au service des services secrets américains
en cas de guerre. Donc ça, c'est le mari de Madame Mead. Donc en 75, ce qui nous ramène aujourd'hui donc à l'histoire du réchauffement climatique, c'est qu'en 75, il y a en Caroline du Nord une conférence dans un centre, le deuxième plus grand centre scientifique américain, qui s'appelle le Research Triangle Park, qui, après Silicon Valley, c'est le plus grand pôle scientifique des États-Unis. Une conférence donc en 75 où Margaret Mead est là, et il s'avère que tous les gens qui ont poussé la thèse du réchauffement climatique, les trois grandes personnalités qui ont poussé ça, ils étaient présents à cette conférence en 75. Mais Mead, elle dit, quelque part, c'est suite à l'échec de Bucarest, en fait, elle reprend. Déjà, Huxley avait dit, si vous demandez aux gens comme ça, brut de coffrage, de réduire la population mondiale, faire l'eugénisme, la plupart des gens disent non. Donc, il faut trouver un truc. Et ce truc, c'est de montrer que la population humaine, peu importe ce qu'elle fait, porte tort à la nature. Alors, au début, c'était parti sur la pollution, mais surtout, après, c'est parti sur... ça a fini donc par le réchauffement climatique. Donc, Mead a dit, citation, lors de cette conférence, nous proposons qu'on fasse une tentative de développer une nouvelle loi sur l'air, que la communauté scientifique donne son conseil aux Nations Unies. Je vous signale que la COP c'est organisée par les Nations Unies. Et que nous essayons d'arriver à un ensemble sur tout ce qui concerne les interventions humaines, donc ce qu'on appelle les interventions anthropogènes, donc l'intervention de l'homme sur la nature. Et comment alors Mead dit, bon, le savoir scientifique, ça peut plus ou moins limiter les dégâts, mais fondamentalement, c'est quand même la surpopulation qui reste le problème à traiter. Alors, elle dit, ce dont nous avons besoin, c'est des scientifiques, ce que les scientifiques doivent nous donner, ce sont des estimations suffisamment crédibles pour qu'elles puissent être exploitées par des intérêts politiques, donc c'est dit, qui nous permettront de créer un système d'alerte artificielle mais efficace, parallèle aux instincts des animaux qui fuient le hurricane, l'ouragan, et qui mettent plus de noix dans des caches, ou les castors qui se font pousser une peluche plus épaisse quand ils anticipent la venue de l'hiver froid. Alors, trois personnes sont là. Le plus connu aujourd'hui, c'est Stephen Schneider, qui est un gros ponte donc, de la science climatique, qui en 89 avait déclaré, pour capter l'imagination du public, nous avons à avoir des scénarios de la peur. Nous devons faire des déclarations simplifiées, dramatiques, où on laisse le moins de place possible au doute. Chacun de nous doit décider l'équilibre correct entre être efficace et être honnête. Donc, ça vous pouvez étudier. Le deuxième qui est là et qui est très important, c'est John Holdren, qui est aujourd'hui le conseiller scientifique principal de Barack Obama aux États-Unis. Et Holdren, donc, avec Paul Ehrlich. Ehrlich a écrit donc, le fameux livre sur la bombe démographique, la bombe de la population. Et Holdren, c'est un collaborateur. Ils ont ensemble écrit donc, des livres sur la menace de la surpopulation. Donc, vous trouvez ces gens-là, Stephen Schneider dans le GIEC, vous avez Holdren, conseiller d'Obama, vous avez l'autre, le troisième qui était là, c'était George Woodwell. Tous ces gens-là, et l'autre qui est James Lovelock, qui est connu pour sa thèse sur Gaïa. Vous savez, ceux qui comparent la Terre à un être vivant, comme une déesse, la déesse Gaïa, la déesse de la nature. Et quand vous attaquez trop la nature, Gaïa va se venger, elle va exterminer la moitié de l'humanité pour se venger contre les méchants humains. Tous ces gens-là étaient en fait là, à cette conférence de 75 de Margaret Mead. Et là, donc, il faut vraiment alerter les services anti-sectes
parce que vous avez une toute petite secte d'anthropologues qui, avec beaucoup d'argent derrière, soutenu par exemple, là on a découvert que la grande banque du WWF, le Fonds mondial pour la nature, depuis 2002, leur banque, ils travaillent la main dans la main avec HSBC, qui est la banque qui a été attrapée la main dans le sac, en train de blanchir des milliards du trafic de la drogue, de Al-Qaïda, du terrorisme, etc. Donc vous avez, ça boucle la boucle, comme on dit, c'est-à-dire vous avez cette oligarchie de l'élite dominante qui veut garder son pouvoir, qui veut pas le développement humain et qui contrôle la City à Wall Street et pour laquelle la COP, parce qu'évidemment, et ça on a les journaux et les dossiers que vous pouvez acheter, si on suit les consignes de la COP, si vous réduisez les émissions, donc si vous empêchez les populations d'avoir accès aux énergies denses et peu intermittentes, bah, vous les empêchez de se développer. Donc c'est pas plus compliqué que ça. Donc ceci étant dit, nous passons à la vidéo donc, de M. Istvan Marko que nous aurons ensuite par Skype pour vos questions.